il faut se dire à un moment donné, il faut avoir un peu de sagesse, un peu de recul. Il faut être conciliant, il faut savoir comment réagir dans telle ou telle situation. Arrêter d'être des cow-boys. On doit d'ailleurs leur dire ça parce que certains apparemment n'ont pas la capacité de savoir que dans des funérailles, c'est pas le moment de faire des blagues, par exemple. Tu vas voir quelqu'un qui est gravement atteint d'une maladie et qui est à l'hôpital, c'est pas le moment de lui sortir des conneries, de lui parler de choses qui n'ont aucun sens, de lui dire, OK, il faut que tu fasses ça, sachant que la personne est dans l'incapacité de faire autre chose. Donc, certaines personnes ne sont tellement pas connectées avec elles-mêmes qu'elles ne savent pas quand agir et comment agir dans certaines circonstances. Donc, il doit y avoir une obligation de leur dire dès le départ. Et c'est pas le moment de manger sur le lieu, c'est pas le moment de raconter vos histoires abracadabrantes stupides, ce n'est pas le moment de ricaner, de rire à gorge déployée. C'est un manque de respect, c'est un manque de civisme, c'est un manque de savoir-faire, c'est un manque d'humanité. Moi, je vais vous dire très sincèrement, sans le savoir, et d'ailleurs, c'est le cas de bien d'individus de ma communauté. Et quand je parle de ma communauté, je parle de la communauté kémite, qui portent et qui ont tellement intégré la souffrance, la douleur, l'humiliation, la négation de nos droits. Nous avons développé certaines attitudes autodestructrice et qui fait en sorte qu'on est plus enclin à être violent envers l'un l'autre et à vouloir tout le temps pardonner l'impardonnable. Et c'est en faisant ce chemin-là, ces lieux-là, qu'on arrive et qu'on arrivera à nous guérir totalement, à nous libérer. Respect, mes chers amours. Un plaisir renouvelé de vous retrouver pour une autre émission sur la chaîne Manzé Choublack. Aujourd'hui, vous savez déjà, nous allons parler de choses importantes. Oui, surtout que dans ce bas monde, il y a beaucoup d'entre nous et de différentes communautés, de différents pays qui continuent de nier des faits historiques qui pourraient, si on prenait le temps de bien les inculquer, de mieux les comprendre, pourrait devenir un remède à l'abrutissement humain, un remède à la méchanceté gratuite de l'être humain. Alors, petite lecture avant qu'on aille plus loin. C'est sur proposition d'Haïti et de pays africains que la Conférence générale de l'UNESCO a approuvé, lors de sa 27e session en 1993, la mise en place du projet La route de l'esclave, résolution 27C-3.13. Le projet fut officiellement lancé en 1994 à Ouéda, au Bénin. Vous avez une petite idée de ce qu'on va parler, n'est-ce pas? Probablement oui, probablement non, on ne sait pas. Mais je vais vous demander de rester scotché devant l'écran, d'écouter jusqu'à la fin cette émission, parce que certaines personnes prennent le plaisir d'écouter des émissions à moitié et ensuite venir chialer sur n'importe quoi, n'importe comment. Alors prenez le temps de bien suivre l'émission. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder cet extrait d'interview que j'ai eu avec un collègue de longue date. Bonne écoute. Je vous vois sourire et une leader de la communauté. Il y a tellement d'enjeux et de défis que parfois, comme leader, on peut ne plus avoir son sourire. Mais qu'est-ce qui vous fait garder votre sourire? Quelle belle question. Je pense que je suis guérie de tant de colère, tant de déception, de trahison, Ouais. d'incompréhension. Et ça, je dois remercier Mama Africa pour ça. Oui. Parce que je voyageais, j'allais en Afrique, je faisais différents pays et tout. J'ai fait le Sénégal, mais j'avais jamais prévu d'aller sur l'île de Gorée. L'île de Gorée, oui. Pourtant, j'ai fait presque tous les sites en Ouais. Afrique. Pourquoi? Et il y a eu un voyage sur l'île de Gorée. Ouais. Et j'ai eu à vivre l'événement le plus marquant de ma vie. Ouais. Parce qu'il y a certains voyages, quand on le fait en groupe, on ne vit pas toutes les émotions. Mais là, j'étais seule à moi-même. J'étais seule et j'ai eu à me vider. Et après ce voyage, je ne veux pas entrer dans les détails. Et j'ai eu la paix. Je pense que j'ai déposé les angoisses, les frustrations, la colère, le désespoir, le racisme dont j'ai été brutalement
victime au Canada. Ouais. Et j'ai eu à me vider de tout ça. Et quand je suis revenue de ce voyage-là, les gens proches ont remarqué que j'avais totalement changé. C'est comme si lors de ce voyage, j'ai pu déposer au pied des ancêtres tout ce qui m'angoissait. Et c'est là que je dis que pour nous, les descendants et les descendantes de ces personnes mises en esclavage, il est important, même impératif de faire ces genres de voyages. Oui. Un voyage vraiment pour déposer, pour aller voir, discuter. Ça paraît un peu anodin pour certaines personnes qui sont plus scientifiques, sont plus si, ils vont dire oh, mais c'est baliverne, ça n'a aucun sens. Mais une fois je suis revenue, j'ai commencé à voir les gens autrement. Le regard a changé. Oui. Je suis plus zen, plus posée et j'ai cette paix, une sérénité que j'avais jamais ressentie. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous réconcilier avec toutes ces émotions-là et toutes ces réalités-là? C'est vraiment ce voyage, mais j'ai eu à rencontrer certaines personnes lors de ce déplacement sur l'île de Gorée. Et ces gens ont eu à me parler. J'ai jamais vu... Parce qu'à un moment, j'avais beaucoup de colère quand je suis arrivée sur l'île. Oui. Faut pas oublier qu'on nous a fait croire pendant longtemps que c'est nos frères qui nous ont vendus, nanana. Elle est particulière, cette île. Ça ressemble à la forme de l'Afrique même. Hein? Voilà. Ouais. Et quand je suis arrivée, je me rappelle, le guide a vu en moi cette vulnérabilité parce que je pleurais. Je ne pouvais pas arrêter. J'avais une certaine vulnérabilité. Je n'avais jamais eu à faire face. Oui. Et là, j'ai compris qu'on vit des blessures pour lesquelles on n'a jamais pris le temps de s'arrêter. Oui. J'ai été victime de racisme dans le milieu de travail. Moi, je me rappelle, j'allais à la cour aussi et j'avais des collègues, je saluais, qui riaient de moi, qui ne me saluaient pas. Oui. Pendant ce temps, je vivais toutes ces choses-là, du racisme au travail, du racisme dans d'autres milieux. Oui. Et j'aidais des gens qui eux-mêmes étaient écrasés. Donc, je n'avais jamais pris le temps, moi, de me guérir de ce que je vivais. Donc, pour aider les autres, c'est en s'aidant soi-même. Absolument. Ouais. Il faut avoir cette conscience-là, mais c'est une conscience qu'on n'a pas généralement parce qu'on se dit il faut être fort, il faut être si. Parce que nous, dans ma culture d'origine, on te dit ok, tu pleures, mais il faut arrêter là. Tu te donnes de table et tu continues. Ouais. Et là, on est toujours à être là pour les autres et on continue, mais en continuant, on s'oublie. Et moi, ça a été un temps d'arrêt, un temps à entrer en moi, à réfléchir sur mon parcours, ce que j'aimerais, où je suis. Le temps de réconciliation. Voilà, avec soi-même et avec les autres. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir beaucoup d'amour et comprendre aussi, il y a beaucoup de gens qui nous font mal. Je ne suis pas dans le sens à dire il faut juste tout pardonner et oublier. Ouais. C'est que en comprenant, dans certains cas, à certains égards, leur petitesse, leur incompréhension, leur vulnérabilité, leur incapacité à être en paix avec eux-mêmes, mais c'est normal qu'ils nous crachent ces méchancetés-là. Ouais. Mais toi, quand tu commences à dépasser ça, oh mon Dieu que c'est extraordinaire. Ouais. Alors, on reprend et vous avez compris. Je vais vous parler et comme ici j'avais brossé un tout petit peu ma réalité lorsque il a été temps pour moi de me rendre sur l'île de Gorée, une île qui m'a aidé à guérir de mes blessures les plus profondes, des blessures inconnues, des blessures en fait niées pendant longtemps. Parce que il n'y a que les descendants africains, donc les afro-descendants et les afro-descendantes qui puissent comprendre l'effet direct, je le dis, de l'esclavage. Et là, je parle des chaînes, les bribes qu'on mettait sur leur visage et plein d'autres choses. Ce qui n'enlève en rien la réalité de mes frères et sœurs africains qui ont connu toute la traversée, l'envahissement, le Mahava et qui continuent de subir, tout comme nous d'ailleurs, cette réalité-là. Parce que les conséquences sont omniprésentes. On les vit de façon différente en fonction de notre capacité à gérer le stress, à gérer les traumas, parce que c'est de ça réellement il en est question. Avant de continuer dans cette réflexion-là, je vais tout simplement vous ramener vers 2 points essentiels des objectifs de cette initiative de la route de l'esclave. Le premier étant de briser le silence sur la tragédie de la traite négrière et de l'esclavage en contribuant à une meilleure compréhension de ses causes profondes, de ses enjeux et de ses modalités d'opération par des travaux scientifiques pluridisciplinaires. Mettre en lumière de manière objective
ses conséquences sur les sociétés modernes, notamment les transformations globales et les interactions culturelles entre les peuples que cette tragédie a pu générer, et ainsi de suite. Un document à lire, un document à divulguer s'il le faut, parce que plus de personnes doivent être au courant de cette route de l'esclave, et je sais de mémoire que cette route devrait en fait tracer la traversée du continent Kéboulan vers l'Atlantique, Haïti, je me rappelle plus, et je crois vers le Brésil en tout cas pour terminer cette route. Quelque chose de ce genre-là. Donc, j'ai eu la chance à travers de cette initiative-là, bien avant, parce que beaucoup de gens ont eu à le faire, à se rendre sur des lieux qui commémorent le Mahafa, qui commémorent cette tragédie humaine. J'ai eu à faire plusieurs sites. Et ce qui me permet d'ailleurs d'avoir une meilleure idée des sites qui sont les mieux organisés, des sites qui ne le sont pas. Je ne vais pas prendre ce temps de le faire parce que je ne veux pas non plus pointer du doigt certains pays, certains laxismes ou certaines difficultés socio-économiques de certains pays. D'ailleurs, mon pays d'origine, Haïti, a tellement de difficultés maintenant qu'on ne peut pas non plus penser à cette route-là qui est pour moi une route équivalent à la Mecque. Et je dis souvent aux gens, surtout aux descendants afro-caribéens, afro-caribéennes et d'autres appartenant à d'autres continents, au lieu de dépenser votre argent ailleurs, au lieu d'aller visiter des choses que vous entendez qui ne nous interpellent pas et qui n'ont aucun autre effet sur nous que de nous pavaner, faire des photos pour se montrer, pour se la péter, les bretelles comme on dit. Prenez le temps d'aller sur ces lieux-là. Les énergies de nos ancêtres sont toujours forts, sont toujours en attente de leurs enfants pour les aider à guérir, à passer à travers de ces traumas-là. Prenez le temps d'aller vers ces endroits de pèlerinage pour vous reconnecter, vous découvrir et retrouver la force nécessaire pour faire face à ces situations douloureuses que nos ancêtres ont eu à vivre et que malheureusement nous continuons de porter ces marques indélébiles. Il faut absolument travailler sur nous. Il faut absolument prendre ce passage-là, aller vers cette guérison et cette liberté mentale. Moi, je vais vous dire très sincèrement, sans le savoir, et d'ailleurs, c'est le cas de bien d'individus de ma communauté. Et quand je parle de ma communauté, je parle de la communauté kémite, qui portent et qui ont tellement intégré la souffrance, la douleur, l'humiliation, la négation de nos droits. Nous avons développé certaines attitudes autodestructrice et qui fait en sorte qu'on est plus enclin à être violent envers l'un l'autre et à vouloir tout le temps pardonner l'impardonnable. Et c'est en faisant ce chemin-là, ces lieux-là, qu'on arrive et qu'on arrivera à nous guérir totalement, à nous libérer mentalement. Donc, comme j'ai eu à le dire, sans le savoir, sans en être consciente, je portais ces séquelles-là. Et quand je suis allée à Gorée, en fait, ce n'était pas prévu, mais quand l'univers nous envoie la balle, il faut la saisir au bon. Donc, j'ai saisi cette opportunité et je me suis rendue à Gorée. Et je vais vous dire très sincèrement, avant d'aller là, je vais vous laisser écouter l'extrait de cette vidéo. In 2016, I had the opportunity to travel to Senegal. I was traveling with a group of about 10 performance artists, and my daughter, who was a teenager at the time, was able to go with me. The week that we were leaving, I logged into Facebook, and I witnessed the murder of Philando Castile and Alton Sterling. Philando Castile's girlfriend had went live during this altercation. She was driving and he was in the passenger seat. He had on a white t-shirt and you could see the blood pooling across his shirt. And she was screaming, "I know you didn't kill him." And her little daughter was in the back seat and she was saying, "Mommy, it's gonna be okay." And the day before that, Alton Sterling was shot in the chest and killed by the police, and someone had recorded it and put that on Facebook too. So I also witnessed the murder of Alton Sterling. And I was so ready to just get out of here. And I'm a writer, and I write about race and tough topics all the time, but I just didn't have any words.
And people would ask me, Hannah, what do you have to say about this? And I didn't have anything to say to them. I was just ready to get out of her, and I just needed a minute to breathe. When I got off of the plane in Senegal, I finally felt like I was at home. I finally felt there was a place in this world where being Black wasn't a crime. My friend Cynthia and I went to the store to buy earrings, and we were holding the earrings in such a way that the shop owner wouldn't think that we were stealing. And when we went to buy them, we realized the shop owner was outside of the shop. And it dawned on us that here in Senegal, just being Black isn't a crime. And finally, it was like the world opened up to me and said, Hannah, we've been waiting for you. And I decided for the rest of my time in Senegal, I was going to enjoy every minute of it. But there was one part that I knew would be extremely challenging, and we were going to Gorée Island. And it's where there is the House of Slaves and the Door of No Return. And you have to take a boat to get to Gorée Island, and while we were on the boat, the mood was so somber, you could hear a pin drop. And we could see Gorée Island off in the distance. And when we got off the boat and walked into Gorée Island, we immediately saw the different rooms for everyone. They had rooms for women and young girls, infants, men, and a room up underneath the stairs for people that would resist. And I went inside of the room for women, and I looked out the window, and when I say window, it was just about 2 inches wide. And my daughter went in the room for young girls. And I will never forget, she started weeping and crying. And her cries filled up the space of this slave castle and echoed everywhere. And I started to make my way to the Door of No Return. And this is the last point where Black people would be before they were put on slave ships and brought to America. And I stood in the Door of No Return, and I could hear her crying. And I tried to imagine what it would be like if I had to leave her and get on a ship and not know where I was going. When we came back to America, I was so extremely depressed. While Gorée Island was indeed difficult, I did just have a minute to breathe. And I knew when I got back to America, I was back to being the other person, and back to being profiled, and back to being scared when I drove, and back to my skin feeling so heavy. And I called my mom, and I told her, Mom, I was there for 2 weeks, and I had 20,160 seconds just to be free. And my mom and I started talking about slavery and the slave ships and the South. And we started talking about picking cotton. And so nonchalantly, my mom said, well, Hannah, you know, when I was a little girl, I used to pick cotton. And my mother is 70 years old, and she has never told me this story. And I was so dumbfounded. These are things that you read about in books, but you don't imagine that this is something that your own mother has done. And I said, what are you talking about? And she said, well, from the time I was 9 until I was 12, my grandmother would come pick us up, my brothers and sisters, and we would go pick cotton for 80 cents a day. And I asked her, please tell me about it. And she told me about pulling the cotton plants out of the ground. And she told me about picking cotton, and her fingernails would bleed. And I asked her,
well, can you tell me about your grandmother? What was her name? And she said, I don't remember. We just called her Mamie. And I said, do you remember anyone beyond your grandmother? And she said, no. And I said, well, what happened in the cotton fields? And she said, I won't repeat the names that they called me. And she's never spoken of it again. So I knew that I was going to have to make my way to the cotton fields. I had to see it. And as life would have it, my job said, Hannah, we're going to send you to Mississippi. And I thought, nah, y'all not sending me to Mississippi. To be honest, I was scared to go to Mississippi. And I'd heard all the stories about Mississippi, and they said, no, you're going to go work with a young group of girls called Girls and Pearls in Natchez, Mississippi. And I was there to teach them about art and history and heritage, and I knew that I had to take my daughter with me. So they connected me with a tour guide named Jeremy. And when I contacted him, he said, Hannah, you have to fly into Baton Rouge. You can't fly directly into Natchez. And it's going to take about an hour for you to drive from Baton Rouge to Natchez. And he said, when you drive here, do not drive through Jackson, Mississippi, because I cannot guarantee your safety. And my daughter and I were so scared. I remember clutching that steering wheel so hard. And you can see the asphalt turn to gravel. And it was like you were going back in time. And there were Confederate flags and plantation homes and cotton as far as your eyes could see. And I told Jeremy, I need to tour these plantation homes. I need to see them. And at the time, because I didn't know any better, I thought this is just part of history. This is like a museum. And he said, oh no, Hannah, people still live in those homes. You can't just walk into their homes. You have to pay for a tour. And I thought, well, that doesn't seem right. Like I should get a discount or something. Like my ancestors might have helped build that, but okay, I'll pay. And so we started paying to go on these tours, and the plantation homes are mansions. They are stunning. And they still had the original bedding and the china. And in one of the homes, there was this big grand piano, and my daughter was touching everything in the home. And I thought, what are you doing? I can't afford anything in this home. Don't touch any of this stuff. And so I asked her, why are you doing that? And she said, I wanted to touch things that I knew slaves wouldn't be able to touch. And on our final, what was the second to last home, I finally asked the tour guide, well, take me to the slave quarters. Show me that, because I wouldn't have been in this house. Take me where they would have been. And she said, oh no, I can't do that. We've turned all of those into offices. And I felt like once again, my history was just gone. So we went to another home, and this tour guide was Black, and the homes were just so beautiful. And on this table was the finest china. And I'll never forget, there was a casserole dish, and the handle on the dish was a solid gold cotton ball. And above this table, there was this huge fan. It's called a punka. And it had a string attached to it that went off into the corner. And he told me that a slave, oftentimes a little girl, would have to stand in the corner and pull the string so the fan would wave and keep flies off of the food. And I was so heartbroken that somebody was enslaved just to keep flies off of food. And he said, Hannah, don't weep for her, because she had a very important job. When people eat, they talk. And her job was to stand in that corner and listen to everything that was said around that table, and then go back and tell her mother everything that she heard.
because for them, information could have meant freedom. And finally, I knew that I had to go to the cotton fields. So I went to the Frogmore plantation, still a working plantation. They have 1,800 acres of cotton. And I asked the owner to show me the bags that slaves had to put cotton in. And in my mind, I never imagined the bag she would show me. It was 6 feet long and 3 feet wide. And I asked her how much cotton can fit in this bag, and she said 70 pounds. And slaves were required to pick 200 to 300 pounds a day. And she gave me the bag, and I could go out to the cotton fields, and I did, and I just started picking cotton. And it was so hot that day. And while I was picking cotton, I thought about Goree Island, and I thought about Alton Sterling and Philando Castile. I thought about my daughter and her cries. And I thought about my mom in that cotton field. And I thought about all the stories that were just lost in those fields. And I thought about that little girl pulling the string and the fan and what the tour guide told me. And I knew that I still had something to say, and that my job was to go back and tell the story. Thank you. Vous avez compris. Donc, lorsqu'on se rend sur ces lieux de reconnexion avec soi et avec ses ancêtres, on vit des sentiments, des émotions auxquelles nous ne nous attendions pas. Parce que longtemps, nous avons été déconnectés avec nous-mêmes, avec notre identité, avec qui l'on est, avec nos ancêtres. Parce que pour certaines personnes, c'est de l'histoire ancienne. Il faut oublier ça. Il faut pardonner. C'est pas qu'on ne pardonne pas, mes chers amours. Si on n'avait pas pardonné, si on n'avait pas cette grandeur d'âme, cette capacité à objectiver les situations les plus macabres, les plus insoutenables, on ne serait pas là à vouloir être dans le cercle d'amis de personnes qui nous sont différentes, de par leur culture, de par leur histoire, de par leur savoir. Mais on a ouvert les portes, la porte de rédemption, on les a ouvertes carrément pour eux. Donc nous n'avons rien à nous reprocher en ce sens-là. On est capable de pardon, mais on ne peut pas non plus nous permettre d'oublier. Oublier serait trahir nos ancêtres. Oublier serait de ne pas assurer un avenir meilleur pour nos enfants. Parce que ce qu'elle a dit là, j'ai vécu les mêmes sentiments. J'étais à Gorée, je suis arrivée là, perdue, confuse. Et le pire, quand j'ai fait les salles, il y avait un groupe de Yamnaya qui était là, qui riait. C'était le moment de sortir toutes les blagues les plus bêtes. C'était le moment de jouer au clown. C'était le moment de se faire paraître. Et les émotions qui bouillonnaient à l'intérieur de moi. J'étais en colère. J'étais aigrie. J'étais hors de moi. J'ai dû travailler sur moi pour me retenir, pour ne pas sortir des méchancetés, pour ne pas faire honte à mes ancêtres. Je les ai regardés et de par mon regard, ils ont compris qu'ils étaient niais, qu'ils étaient ridicules, qu'ils étaient bêtes, qu'ils étaient méchants, qu'ils n'avaient aucune considération. Et je ne pouvais plus retenir mes larmes. Il fallait absolument que je vive à fond les tribulations, les humiliations, les exactions qu'ont eu à subir mes ancêtres avant de quitter cette île-là, avant de quitter le continent bien-aimé Al-Kibula. Et dans ma détresse, mes ancêtres ont envoyé pour moi un guide. Ce jeune homme, je ne sais même pas s'il est conscient de ce qu'il avait fait. Lorsque je suis arrivée à la porte du non-retour, il a pris ma main avant de m'asseoir pour me dire, il faut absolument que tu prennes le temps de méditer. Mais avant, je vais t'accompagner dans ta démarche. Il faut que tu parles à tes ancêtres. Donc, il m'a fait répéter certains mots, certaines paroles. Et à la toute fin, il me dit, demande à tes ancêtres d'utiliser leur capacité, leur pouvoir, afin que plus jamais sur le continent qu'on ait l'exploitation de l'homme par l'homme. Demande et sois en paix. Et oui, j'ai pleuré, j'étais fatiguée, épuisée. J'étais dans un état de paix et de sérénité. Et lorsque je me suis rendue à ce restaurant-là, que ma sœur, vous allez écouter ça,
j'ai eu cette fille, en fait, j'écoutais cette musique que j'ai su après qu'Omotunde Kalala aimait écouter, Naïdé, d'un groupe compas haïtien. Et c'est cette chanson-là, sans le savoir, hein, que c'était une chanson préférée d'Omotunde Kalala. J'écoutais sur l'île de Gorée. C'est ça qu'on appelle la connexion naturelle avec l'univers, avec nos ancêtres et tout ce qui nous entoure. Et c'est cela qu'ils ont voulu nous enlever en disant que notre spiritualité est mauvaise, que si elle est dégueulasse et que. Alors, j'écoutais cette chanson-là quand une jeune dame est venue vers moi, une sœur sénégalaise. Elle m'a pris par la main, elle a commencé à me parler. Mes chers amours, ma porte de rédemption, ma porte de liberté, ma porte de la liberté mentale s'est ouverte dans tous les mondes connus et inconnus. Et j'ai senti cette paix qui me traversait. J'ai senti cette énergie de plénitude que j'ai jamais ressentie de ma vie. Et c'était là. Donc, toute la frustration, la perte identitaire, la confusion, tout était parti. Et donc, c'est ça, la reconnexion avec soi. Et beaucoup d'entre nous, très chimériques, sont perdus, sont prompts à la violence, sont même capables de se vendre parce que justement, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes et avec elles-mêmes. C'est pour ça qu'il y a cette guerre de genre entre hommes et femmes noires parce qu'on n'arrive plus à se reconnecter et à savoir qui l'on est réellement. Les autres continuent d'alimenter cette incompréhension, ce manque identitaire pour continuer à mettre cette division entre nous. Quand c'est pas la couleur de peau, t'es brune, t'es marron, t'es noir, t'es ceci, t'es grande, t'es petite, quand c'est pas ça là, en tout cas, à nous de voir. Maintenant, je vais vous faire écouter la sœur que vous connaissez, qui a fait son expérience à Gorée, qui était un petit peu différente de la mienne. Je l'accorde. Je vous laisse écouter ça. Coucou, aujourd'hui je suis sur l'île de Gorée et si je n'avais pas capturé la scène qui s'est produite sous mes yeux, tu n'y aurais pas cru toi non plus. Je te raconte tout. Écoute ça. Toi tu arrêtes de me filmer parce que... Wow, n'allons pas trop vite, je vais tout expliquer. Tout a commencé par le fait que j'emmène ma mère visiter l'île de Gorée. Je n'ai pas accompagné ma mère faire la visite de l'île, je suis restée assise dans un restaurant. Il y avait une table d'au moins une douzaine d'Afro-Américains venus de New York et Washington. L'un de ces Afro-Américains s'est levé pour faire l'appel et ça là, ça a été considéré par le monsieur blanc qui était assis derrière moi comme du bruit. Mais un bruit insupportable au point qu'il leur a dit « Oh, mais ça suffit, vous pouvez te baisser d'un ton, on s'entend plus là. » Hello. What is your name? Vincent Kelly. Okay, From nice the to meet you. from the Bronx, New York. But what happened exactly? Can you tell us how So it started? we just finished a beautiful day on Goree Island. We had to catch the boat, and I wanted to make sure everybody that was on the boat. So I'm making sure, and I'm yelling out, yeah, yo, Debbie, you here. So I wasn't making noise. Suite à son intervention, l'une des personnes afro-américaines, un monsieur, lui a dit, alors déjà, tu n'as pas ça à me dire, mais en plus, tu vas me parler sur un autre ton. Je ne vais pas dire l'homme blanc pendant toute la vidéo, donc on va l'appeler Kevinus. Kevinus décide d'insulter l'Afro-Américain à qui il s'adresse. Pourtant, j'ai dit à mon cerveau, non, n'y va pas, laisse tomber. Mon corps s'est levé comme ça, même avec ma jambe bizarre là, mon corps s'est levé. Je me suis retrouvée en face du monsieur et je suis rentrée dans l'histoire. Ce monsieur me dit shut up à l'île de Gorée, où mes ancêtres ont été déportés. Shut up, où mes ancêtres ont été déportés parce que ces gens font trop de bruit. Parce que les nègres qui sont là font trop de bruit pour lui. Ce monsieur a dit qu'il ne peut pas s'entendre, il ne peut pas manger correctement parce que ces nègres font trop de bruit pour lui. À Gorée, et quand je lui ai dit qu'il n'est pas n'importe où, je lui dis qu'il n'est pas n'importe où. Mais je vous parle quand même. Non, monsieur, nous sommes noirs africains. Respectons-nous. Je finis de lui parler. Parce que ces gens se croient tout permis. À Gorée, que monsieur vient dire qu'on fait trop de bruit, nous les noirs chez nous au Sénégal. Et quand je lui dis, il me dit shut up. Il me dit shut up à Gorée au Sénégal. C'est bon. Non, c'est pas bon. C'est parce qu'on dit que c'est bon que ces gens-là continuent à faire ça. Non, mais c'est parce qu'on accepte. Il faut qu'on se respecte, nous, Africains.
for who? You cannot do that in Africa anymore. This is 2024. You cannot say fuck off. You cannot say, you cannot. She has the same. Oh, because you are with a black woman, so you can do that. So you can do that. Il y a ce syndrome de je suis avec une femme noire, j'ai des amis noirs, donc je ne suis pas raciste. Et là, Kevinus me dit fuck off, c'est-à-dire va te faire foutre. Yeah. Non mais écoute ça. Toi tu arrêtes de me filmer. Kevinus s'est positionné dans le rôle d'une victime. En fait, il y a certains éléments qu'il faut retenir. Et là, je vais parler en toute franchise avec mes frères et mes sœurs. Tous les pays où on a des sites similaires à travers le monde et qui accueillent des milliers d'afro-descendants, d'étrangers qui veulent visiter ces lieux-là. Moi, je les appelle lieux saints, des fois je les appelle lieux pour remembrer, des fois je les appelle des lieux de pèlerinage. En fait, you name them as you wish. Alors, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que les gouvernements, et entre autres le gouvernement sénégalais, parce qu'il s'agit bien de l'île de Gorée, devaient et devraient former les gens qui sont sur l'île, qui ont leur business, les guides, les personnes qui travaillent tous les jours sur l'esclavage, mais de leur donner aussi une meilleure compréhension des témoignages passés et présents, c'est-à-dire des ancêtres et de ceux qui ont survécu. Donc, en l'occurrence, moi et des frères et des sœurs, comme la sœur qu'on a eu à écouter tantôt, qui parlait de sa mère qui allait cueillir le coton. Pour mieux comprendre, pour mieux saisir la souffrance qui nous habite lorsqu'on arrive sur ces lieux-là et qu'ils puissent faire un travail d'accompagnement. Parce que certains d'entre nous ont fait Gorée, ont laissé encore plus angoissés. Certains ont pu retrouver la paix intérieure, ont pu prendre avantage de ce passage et en faire une force. Certains d'entre nous n'arrivent pas à le faire pour toutes les raisons du monde. Alors, certaines d'entre nous doivent avoir de l'aide sur place pour les aider à passer à travers cette situation-là, cette connexion avec soi qui n'est pas facile du tout. Donc, mieux former les gens parce qu'à un certain moment, j'ai compris que soit mon guide était tellement exposé à la souffrance des gens qui venaient qu'à un moment donné, il pouvait que montrer une certaine indifférence. Pas parce qu'il l'était, mais on sentait qu'il était tellement pris avec des gens qui vivaient ces genres d'émotions aussi intensément, donc il n'était plus en mesure vraiment d'accompagner et de trouver les mots par moment. Donc lui-même, il a besoin d'être suivi. Et ça, c'est important parce qu'on parle de guérison, on parle de psychologie, on parle de bouleversement mental. Il faut vraiment avoir des gens qui sont à même de comprendre ces souffrances-là que nous vivons. La colère aussi qui nous habite et qu'on veut à tout prix sortir. Il faut aussi mettre des notes partout sur l'île et expliquer aux Yamnaya que lorsque vous arrivez dans ces lieux-là, il y a un certain respect qu'il faut afficher. Vous n'êtes pas chez vous, vous devez dicter aux gens et envoyer des flèches de tout bois. Vous n'avez pas le droit d'être inquisitif. Non, vous n'avez pas le droit de jouer au chef colon là. Vous êtes sur un lieu de recueillement, de commémoration de ce que vos ancêtres ont fait à nos ancêtres. Il faut se calmer le pompon. Il faut se dire à un moment donné, il faut avoir un peu de sagesse, un peu de recul. Il faut être conciliant. Il faut savoir comment réagir dans telle ou telle situation. Arrêter d'être des cow-boys. On doit d'ailleurs leur dire ça parce que certains apparemment n'ont pas la capacité de savoir que dans des funérailles, c'est pas le moment de faire des blagues, par exemple. Tu vas voir quelqu'un qui est gravement atteint d'une maladie et qui est à l'hôpital, c'est pas le moment de lui sortir des conneries, de lui parler de choses qui n'ont aucun sens, de lui dire ok, il faut que tu fasses ça, sachant que la personne est dans l'incapacité de faire autre chose. Donc certaines personnes ne sont tellement pas connectées avec elles-mêmes qu'elles ne savent pas quand agir et comment agir dans certaines circonstances. Donc il doit y avoir une obligation de leur dire dès le départ. Et c'est pas le moment de manger sur le lieu, c'est pas le moment de raconter vos histoires abracadabrantes stupides
stupide, ce n'est pas le moment de ricaner, de rire à gorge déployée. C'est un manque de respect, c'est un manque de civisme, c'est un manque de savoir-faire, c'est un manque d'humanité. Et comme j'ai dit, et comme vous l'avez vu, le frère sénégalais qui, pour lui, c'est son business, et lui dans sa tête, et c'est ça le drame des fois. On veut tellement être conciliant, on veut tellement montrer qu'on est ouvert aux autres, qu'on accepte à quelqu'un de venir sur un lieu aussi sacré, d'être aussi intransigeant, aussi baveux à une personne qui est là, qui essaie de se retrouver, de se reconnecter, de retrouver son humanité, longtemps passé sous les pieds. Et lui, il essaie de prendre pour le gars parce que lui, c'est un Yamnaya, il faut toujours leur mettre bien. Ils doivent toujours se sentir bien, même s'ils ont merdé sur certaines choses. Ils ont le privilège blanc, comme on dit. Il faut arrêter ça. Heureusement qu'il y a eu certaines personnes assez intelligentes et qui comprennent ces situations-là et qui ont pris position vertement. Quand vous avez cette attitude-là, comme la Caribéenne qui disait « Oh oui, mais moi, j'ai vécu la même situation, mais je ne réagis pas. » Écoutez là. Et c'est ça. Des fois, lorsque vous vous mariez avec des frères, des sœurs Yamnaya, vous voulez tellement leur faire plaisir que vous ne leur dites pas vos déboires, vous ne leur parlez pas de ce qui se passe, du fait que vous êtes victime de racisme, de discrimination. Vous voulez tellement faire partie de l'équipe que vous oubliez, que vous niez aussi le droit de ceux qui les revendiquent, le droit de ceux qui décident d'en parler. Vous ne pouvez pas leur retirer ce droit-là. Ça leur appartient. Il faut qu'ils vivent leur colère parce que sans quoi, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas guéris et ils ne le seront pas. Tant aussi longtemps qu'ils ne laissent pas sortir le méchant, comme on dit. Donnez-leur cette chance-là. C'est pour ça, lorsqu'ils prennent le temps de dire que oh, les femmes noires sont des boules de, je sais pas, de colère, elles sont ci, elles sont ça, mais vous ne savez pas notre quotidien. Vous ne savez pas notre quotidien. On ne nous donne rien. Tout ce que nous avons obtenu jusqu'ici, c'est avec ça, la sueur. Jusqu'à maintenant, on bave pour avoir ce que nous avons. Et lorsque l'on obtient, on nous fait comprendre que c'est juste parce qu'on nous fait grâce. C'est comme si on ne le méritait pas, mais en tout cas, il faut qu'on leur donne ça. Comme si, pour occuper certains postes, ils nous font faveur, franchement. Peut-être dans certains cas. Mais pour la majorité, on bave pour être là où on est. Alors, ce passage obligé que j'ai eu à faire sur différents sites m'ont permis à être vraiment équanime. Donc, je suis devenue entière avec moi-même. Et j'en suis fière d'avoir eu l'opportunité et la chance de faire ces sites-là. Maintenant, comme j'ai eu à le dire, il faut se dire la vérité. Même si vous êtes marié avec un Yamnaya ou une Yamnaya, il faut leur dire la vérité. Arrêtons d'être trop protecteurs, protectrices, et essayer de leur cacher les choses pour ne pas les vexer, pour ne pas leur montrer qu'on est là, qu'on joue à la victime. Arrêtons ça, ok? Et soyons lucides, soyons conscients que nos actions, nos réactions ont des conséquences sur plein de générations, sur des milliers de personnes dans ce monde qui ont été victimes et qui sont encore victimes de ce lourd passé historique. Ce qui m'amène à penser au Premier ministre du Québec, M. Legault, qui nie totalement le racisme systémique. Le fait de nier cette réalité ne fait pas de vous quelqu'un d'objectif. Parce que c'est une question, il faut être objectif, il faut être ceci, il faut être cela. Et le fait de nier cette réalité ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Allez voir cette dame-là. Moi, je lance ce défi-là, M. Legault, et tous ses compères et ses commères. Donnez-vous la chance de côtoyer une personne qui a vécu réellement les choses et qui peut vous les partager des tonnes et des tonnes d'exemples de problèmes systémiques rencontrés. Je le ferai avec vous volontiers. Vous n'avez pas à me payer. Je suis prête à prendre ce temps et à faire cet exercice avec vous pour que vous arriviez à mieux comprendre. Parce qu'en le faisant, vous allez vous libérer. Vous ne serez plus dans la réaction, mais plutôt dans l'action. Parce qu'il nous faut exposer les faits, il nous faut exposer l'histoire, il nous faut exposer les expériences pour que nous arrivions à faire la paix. Nous avons besoin de cette paix historique, de cette paix sociale, de cette paix avec l'histoire pour pouvoir repartir du bon pied. Oui, nous devons faire ça. Et je feuillette toujours et encore ce projet, cette initiative de la route
de l'esclave, qui est censé être remis de partout, qui doit être réactualisé à chaque fois et qu'on doit mettre l'argent disponible, un budget disponible pour en faire plus. Il touche aussi l'éducation, d'en parler dans les écoles, en faire et le mettre clairement dans les curriculums scolaires, afin que l'on puisse en parler. Et que les personnes qui essaient et qui pensent qu'ils sont en train de protéger les Yamnaya en disant et en niant aussi l'histoire, pour que ces personnes-là puissent comprendre qu'ils ne font pas une faveur et qu'ils ne devraient pas faire de faveur en ce sens-là. Il faut qu'on soit conscient de ce poids historique sur les réalités, sur les cultures, sur les personnes qui en sont les éternelles victimes. Alors, avant de vous quitter, je vais tout simplement proposer, après la route de l'esclave, je suis toute fière, je vais vous lancer ce défi. Vous me dites ce que vous en pensez, c'est très important. Est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir dans nos murs, donc sur le continent Alkebulan, et dans les pays afro-descendants, une rencontre annuelle qui se fera dans chaque pays, en fait. Et ce serait probablement au Bénin, l'année prochaine au Mali, l'année prochaine en Haïti, l'année prochaine en Martinique, je ne sais pas. Bon, Martinique n'est pas encore libre et souverain, donc peut-être pas. Une rencontre de connexion spirituelle pour nous guérir. En Israël, ils ont leur mur de lamentation. Les musulmans ont la Mecque. Nous allons avoir un lieu uniquement de connexion spirituelle avec le Tout-Puissant et nos ancêtres. Ceux qui se sont battus jusqu'aux os, jusqu'au bout des ongles, pour nous redonner la dignité, l'humanité. Est-ce que ce ne serait pas extraordinaire d'avoir un lieu de méditation, un lieu pour nous remembrer en bon créole haïtien? Je vous laisse sur ce questionnement. Et je vous dis en toute sincérité, en toute plénitude du cœur et de l'esprit, Kembe Jam Palagé. Le combat est long, mais on va continuer à le faire dans l'amour, dans la compassion, avec ténacité et surtout le désir de liberté, de souveraineté, de dignité, de justice. Oui, donc Kembe Jam Palagé. Bisous, câlins et à la prochaine émission. Casse ces chaînes, les chaînes mentales et bien sûr, nos ancêtres ont eu à le faire déjà, les chaînes matérielles. Kembe Jam.